Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La disparition d'un ténor de la classe politique. Daniel Géniès n'est plus ancienne figure du Parti communiste et du Parti progressiste guadeloupéen. Il est mort à l'âge de 98 ans. De nombreuses réactions ce soir à son décès. Un livre blanc pour améliorer l'inclusion des patients atteints de drépanocytose. Emmanuel Macron avait promis un plan de lutte dédié pour la prise en charge. Les associations de l'archipel attendent des avancées concrètes. Migration, famille et vieillissement. L'INSEE et l'INED scrutent à la loupe les mutations sociodémographiques de la Guadeloupe de 2012 à 2021. Le vieillissement se confirme, de même que l'exode des jeunes. Nous en parlerons avec notre invité Claude Valentin-Marie, chercheur à l'INED. Et puis les visages d'Adzo à découvrir en ce moment au Green Hostel. L'artiste peintre nous dévoile sa perception du monde à travers ses œuvres. Un univers coloré à découvrir en fin de journal. C'était un monstre politique, un fin tacticien, une figure emblématique du Parti communiste guadeloupéen et du PPDG. Daniel Géniès a tiré sa révérence ce matin à l'âge de 98 ans. Tour à tour conseiller municipal, premier adjoint au maire de Pointe-à-Pitre, conseiller général. Il aura été de tous les combats menés par Henri Bangou. Jackie Massicot. Une imposante carrure, un visage jovial. L'homme était affable, à mordant et craint. Moulien de naissance, Sainte-Année d'adoption, son franc-parler, son pragmatisme et sa perspicacité en faisaient un redoutable adversaire à qui beaucoup de ses opposants trouvaient un certain génie politique. Tant d'autres n'y voyaient qu'un combinard, un homme de l'ombre, figure emblématique de la grande époque du Parti communiste guadeloupéen. Il fut l'inséparable compagnon pendant des décennies de l'ancien sénateur-maire de Pointe-à-Pitre, Henri Bangou. Il en était le premier adjoint, le bras droit, le paratonnerre dans les moments difficiles, l'artisan aussi sans doute des plus belles victoires. Sous l'impulsion de ce duo et de quelques dirigeants historiques, le PCG connaît en 1990 la plus grave crise de son histoire. La rupture est consommée et consacre l'avènement du PPDG, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen. Contre toute attente, le couple Bangou-Géniès est à la croisée des chemins en 2008, en faisant de son fils son dauphin. Henri Bangou vient de s'assurer la détestation d'un fidèle de 30 ans. Conseiller général du 2e canton de Pointe-à-Pitre, maintes fois réélu, l'ancien fonctionnaire de l'équipement fut durant plusieurs mandatures l'intraitable président du SICTOM, le syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères, alors au centre de grands enjeux et de grandes rivalités politiques. Une disparition qui suscite de nombreuses réactions ce soir. Les présidents des deux collectivités majeures saluent la mémoire d'un passionné de la vie politique, un autodidacte et orateur hors pair qui s'est hissé au sommet de la politique en défendant ses idées pour le président de région Harry Chalus. Hommage appuyé également de Guy Losbar à cet homme du peuple attaché à sa terre de Guadeloupe. Fin de citation. Daniel Géniès fut l'un des piliers des années Bangou, du père au fils, à Pointe-à-Pitre. Écoutez la réaction de Jacques Bangou, l'ancien maire de la commune, ainsi que celle de Marlène Captan, l'une de ses adversaires. Des réactions recueillies par Alexandre Ouda et Olivier Duflot. D'abord, une réaction forcément de tristesse. On ne peut pas avoir côtoyé quelqu'un, quels que soient les parcours de vie qui rapprochent, qui éloignent, etc. On ne peut pas ne pas avoir beaucoup de peine pour cette disparition, mais que c'est humainement quelqu'un avec des qualités essentielles et qu'aujourd'hui encore, il est considéré par une large partie des camarades de mon parti, mais également de la population pointoise, voire de la population guadeloupéenne, avec une relation quasiment paternelle, tant le lien humain était fort, et c'est ce qu'il faut, à mon avis, retenir d'essentiel. Je me souviens qu'il est mon administré à Sainte-Anne, puisqu'il habite Sainte-Anne, il est propriétaire à Sainte-Anne. Et quand j'ai été élu maire de cette ville, bien qu'il fût le conférencier principal de mon adversaire, M. Lubette,
il a eu l'élégance et la galanterie de me féliciter. Donc c'était une figure politique, et non politicienne pour moi, politique. Quand on perd une bonne connaissance, un ami, quelqu'un qui a travaillé pour son pays, on est ému, on sent quelque chose qui s'en va. Je lui souhaite bon voyage. Nous sommes le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. 300 000 naissances par an dans le monde sont touchées par cette maladie génétique qui affecte les globules rouges. Pour améliorer leur prise en charge, un collectif de 12 associations de patients mené par l'association DrépaCare a présenté un livre blanc à Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Parrainé par le député Philippe Bertha, président du groupe d'études sur les maladies rares. Le document contient 27 recommandations pour améliorer l'inclusion des patients. Alors, quelles sont ces recommandations? Dirigée par Laetitia Defoy, une Martiniquaise atteinte de la maladie, l'association DrépaCare tenait une conférence de presse pour présenter son livre blanc et pour faire connaître la maladie. Mourad Bouretima, Bruno Gabetta. La France est le pays européen le plus touché par la drépanocytose. En 2020, on comptait 557 enfants nés avec la maladie. Tous les ans, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, un enfant sur 300 vient au monde avec cette dégénérescence. La mutation génétique des globules rouges a pour conséquence une mauvaise oxygénation du corps et des organes, avec des conséquences graves. Il y a des molécules qui prennent en charge la douleur, donc qui sont disponibles sur le marché français. Et il y a une molécule qui existe pour prendre en charge l'hémolyse et l'anémie, qui, comme je l'ai expliqué, est responsable de l'évolution chronique de la maladie et de son impact. Donc ces deux molécules-là sont disponibles sur le marché français. En mars 2022, le président Emmanuel Macron avait annoncé faire de la drépanocytose une priorité de son quinquennat. Laetitia Defoy, elle aussi, s'est engagée à plein temps pour faire connaître la maladie. Victime de la drépanocytose depuis son plus jeune âge, elle sait que chaque minute compte pour éviter les souffrances. Avec l'aide de son association, elle dépose aujourd'hui son livre blanc pour les recommandations de la prise en charge des malades. Ensuite, il y a des recommandations, par exemple, au niveau de la formation des professionnels de santé. Donc là, intégrer la drépanocytose dans leur formation directement en intégrant, par exemple, des patients experts qui viendront intervenir pour parler de la maladie, expliquer ce qu'on ressent, comment ça se passe lors d'une crise, pour que vraiment ils aient aussi ce côté humain. Le dépistage néonatal est un enjeu crucial et a été généralisé dans les territoires ultramarins depuis 1992. Il permet d'engager immédiatement des traitements de nature à alléger les symptômes et à éviter les complications. Et c'est l'occasion de rappeler au chef de l'État son engagement. En mars 2022, il s'était engagé à mettre en place un plan de lutte spécifiquement dédié à la drépanocytose. Alors que peut-on attendre de ce document? Chez nous, les associations espèrent de véritables avancées. Laetitia Broulet, Mickaël Bastide. C'est un appel que lancent les associations de lutte contre la drépanocytose. Avec ce livre blanc, elles interpellent le gouvernement pour que cette maladie génétique devienne enfin une priorité de santé en France. Ce livre blanc, c'est avant tout une symbolique, c'est-à-dire que faire remonter toutes nos doléances et toutes nos souffrances, parce qu'il y a quand même beaucoup de souffrances lorsqu'on est parent ou on est porteur de la drépanocytose soi-même. Il faut que ça bouge tout de suite et il n'y a que les politiques, puisque c'est quand même eux qui emmènent les fonds, les finances, puisqu'on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, parce que toutes les associations font des manifestations pour faire avancer, mais quand vous récoltez 2 000, 3 000, 10 000 euros, vous imaginez que ça ne bouge pas beaucoup. Alors, les associations avancent des pistes pour améliorer le quotidien des patients et formulent 27 recommandations. Amplifier par exemple les campagnes d'information au plan national, ou généraliser le dépistage systématique à la naissance, comme c'est déjà le cas en Guadeloupe depuis 1984. Avant ça, il y a des enfants qui décédaient avant même qu'on ait pu faire le diagnostic. En novembre de l'année
dernière, 2022, la HAS a donné son avis qui était pour justement rendre ce dépistage néonatal universel, de façon à donner toutes ses chances à tout enfant qui naîtrait avec la drépanocytose sur le territoire français. Ce livre blanc est porteur d'espoir pour les familles et les soignants qui se battent chaque jour pour une meilleure reconnaissance de la drépanocytose, en progression en France ces dernières années. Dans l'actualité également, ce débrayage du personnel de la ville de Pointe-à-Pitre. Les services communaux étaient à l'arrêt ce lundi. Le personnel dénonce des dysfonctionnements et de mauvaises conditions de travail. Il s'est réuni en intersyndical. Écoutez Jean-François Arnaulin, secrétaire du syndicat du personnel de la collectivité de Pointe-à-Pitre et porte-parole de l'intersyndicale. Il répond à Alexandre Ouda et Olivier Duflot. On a une autorité qui a utilisé en fait le mépris, le dénigrement, l'humiliation pour le personnel là. Et ça, nous avons dit, nous ne pouvons pas accepter ça. Et le dernier acte qui fait, c'est au niveau de la police municipale. Et nous avons dit encore une fois que nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas travailler dans des conditions comme ça. Et deuxième aspect à revendication, nous, c'est au niveau de l'organisation, du fonctionnement, de l'organigramme, des moyens qu'il y aura dans nous. Nous ne pouvons pas travailler dans des conditions, ces conditions sont indignes. Et nous avons demandé d'autres conditions, en tout cas matériel, humain et tout ça, pour continuer de travailler dans la collectivité. Là, ça. En l'aura bâti, en congé de maladie, en l'aura demandé partir avant la retraite, etc. Parce qu'il ne peut pas encore, et ça, il faut qu'ils comprennent ça. Alors, pour le moment, nous, en Assemblée générale, nous avons décidé ensemble qu'est-ce nous avons fait et quelle réponse que nous avons apportée à l'autorité par rapport à la demande qu'il y a. Cette image qui force le respect et l'admiration, celle d'Émélienne Bécarmin. À 112 ans, cette Saint-Claudienne a fêté son anniversaire entourée de ses proches à son domicile le 5 juin dernier. Née en 1911 dans sa commune, marchande de profession, Émélienne a donné naissance à 5 enfants. Elle a travaillé une grande partie de sa vie sur le marché de Basse-Terre. Selon nos indications, elle serait la doyenne de la Guadeloupe. Émélienne Bécarmin est un peu l'illustration de cette étude conduite par l'INED et l'INSEE. Migration, famille, vieillissement, une étude réalisée entre 2020 et 2021 sur les mutations socio-démographiques de l'archipel, soit 10 ans après une première enquête. Alors quels sont les principaux changements qu'ont connus la société et la population guadeloupéenne au cours de ces 10 dernières années? Ludivine Gueuléoulac et Bruno Pancio-Villon. Premier enseignement de cette enquête, les personnes nées en Guadeloupe y résident en très grande majorité. L'archipel est ainsi le 3e département français où la part de natifs vivant dans leur région de naissance est la plus élevée. 12% d'entre eux n'auraient jamais quitté l'île. A l'inverse, en 10 ans, la mobilité des jeunes a connu une forte augmentation. 55% des 18-34 ans seraient prêts à partir pour un emploi. Ça veut dire qu'il y a aussi un effet de génération. C'est-à-dire que ceux qui sont encore sédentaires sont probablement plus les gens qui sont sur les 79 ou en début de vie, c'est-à-dire autour de 18-19 ans, qui vont avoir une migration après. Donc ça nous montre qu'il y a une circulation de la population et une mobilité forte de la population des adultes en Guadeloupe. Des natifs qui à leur retour seraient mieux insérés et mieux diplômés. Des diplômés qui feraient moins d'enfants que les non-diplômés. Globalement, la Guadeloupe a connu une baisse des naissances, mais qui, selon l'étude, ne serait pas liée à la baisse de la fécondité. Elle est liée au fait qu'il y ait moins de femmes en âge de procréer. Si vous avez moins de femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de 15 à 45 ans, vous allez avoir moins de naissances, même si elles ont en moyenne autant d'enfants. Enfin, autre constat de cette étude, concernant les seniors. L'état de santé de nos aînés s'améliore, mais il diffère selon le sexe au bénéfice des hommes. Pour commenter cette étude, j'ai à mes côtés Claude Valentin-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'INED. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. 3023 questionnaires ont été recueillis sur un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 79 ans. Comment cette enquête a-t-elle été diligentée? Quelles étaient les principales questions? Les principales questions sont, comme on le voit dans le reportage que vous avez fait, c'est de comprendre sur 3 éléments fondamentaux de la société, la famille, l'immigration, le vieillissement, comment ça s'articule entre eux. Pour vous donner un exemple très concret, on a une baisse du nombre de naissances actuellement. Cette baisse, elle est due au fait qu'une grande part des femmes en âge de travailler, en âge d'avoir des enfants, ont quitté le département. Donc vous voyez que la question de la natalité n'est pas simplement liée au fait qu'on a une baisse de la fécondité, on a aussi le fait de l'émigration, de le départ
des populations qui agissent très fortement sur la potentialité de croissance de la population. Et ça conduit au vieillissement. Alors, ça conduit au vieillissement, c'est-à-dire au déséquilibre entre les jeunes et les plus anciens. Le vieillissement, ce n'est pas le vieillissement individuel, c'est la structure de la population qui se transforme. Très concrètement, nous sommes dans une dynamique qui va amener la population guadeloupéenne à passer de 6% de personnes âgées de 60 ans et plus à plus de 30% de la population âgée de 60 ans et plus. Et donc ce déséquilibre va entraîner un certain nombre de questions, notamment sur la prise en charge de cette population vieillissante, d'autant plus que, et c'est là l'autre point du questionnaire qui est intéressant, qu'une partie des enfants de ces gens, de ces personnes vieillissantes, ne sont plus sur le territoire. Oui, c'est déjà parti. Alors, cette même étude avait été réalisée en 2010. Est-ce que les résultats d'il y a 10 ans sont la réalité d'aujourd'hui? Les résultats d'il y a 10 ans sont la réalité d'aujourd'hui. Il y avait effectivement cet aspect... Ça veut dire que rien n'a été fait. Ça avait une visée prospective. Et il fallait effectivement mettre en place un certain nombre d'éléments de politique publique. Je prends un exemple très concret sur la précarité des familles. Cette précarité des familles a pour effet non seulement de se manifester principalement dans la monoparentalité, mais a un effet aussi très important sur la précarité du parcours scolaire des enfants. Ces éléments-là n'ont pas été suffisamment pris en compte, ce qui fait que l'on a aujourd'hui une situation qui, d'une certaine manière, s'est aggravée par rapport à ce que nous avons vu en 2010 par rapport à 2020. Avec un processus de vieillissement qui est plus accentué. Alors, un processus de vieillissement qui est plus accentué, mais surtout un processus d'encadrement du vieillissement qui se pose dans des termes différents. Dans nos traditions antillaises, on a l'idée, on garde la famille à la maison. Ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Mais vous voyez bien que si les enfants sont partis, on va se trouver dans une situation, et c'est déjà le cas, les parents se retrouvent seuls, et ça signifie que si les parents se retrouvent seuls, et en particulier s'ils sont de conditions modestes, il faut un accompagnement de politique publique pour prendre en charge ce qui autrefois était une affaire de famille. Alors justement, population vieillissante, baisse continue de la fécondité, un départ des jeunes, faute d'emploi, on l'a vu. Une fois qu'on a fait ce constat, qui perdure dans le temps, on vient de le voir encore. Que se passe-t-il? Est-ce que ce document a vocation à bousculer encore plus les pouvoirs publics dans leur politique sociale? Est-ce que il a un véritable pouvoir, ce document? Il espère en avoir un. En l'occurrence, ce document et cette enquête a été conçu pour les départements d'outre-mer. Aucun département métropolitain n'a l'équivalent de cette enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, nous avons des éléments qui permettent de cadrer les points les plus fragiles vers lesquels les populations se trouvent trouvées, de manière à ce qu'on ait un accompagnement de ces populations. Mais il y a des aspects positifs. Les natifs qui sont partis, une grande partie d'entre eux reviennent. Et on s'aperçoit que ce qu'on appelait, nous, les natifs de retour, c'est-à-dire qui ont passé un temps relativement moyen en métropole, ils sont partis étudier, et ils reviennent, ils sont les plus diplômés. À l'inverse, ceux qui ne sont jamais partis, les sédentaires, ce sont les plus précaires, ce sont les moins diplômés, ce sont ceux qui sont le moins en emploi. Donc ce que ça révèle, c'est la complexité du mouvement. Il n'y a pas quelque chose qui va dans un seul sens. Il faut regarder chaque dynamique pour ce qu'elle est, les effets qu'elle a sur le reste de la société, de manière à ce qu'il y ait un accompagnement, soit intrafamilial lorsque c'est possible, soit de politique publique, tant en ce qui concerne les jeunes qu'en ce qui concerne les personnes âgées. La question des solidarités intergénérationnelles va être le grand enjeu des années qui viennent pour la Guadeloupe comme pour la Martinique. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci. Claude Valentin, Marie, d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est l'un des rendez-vous culturels de ce mois de juin. La Poule Art Fair ouvrira ses portes cette semaine au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Parmi les artistes à suivre, Adzo, un jeune artiste de 33 ans. En atelier au Green Hostel, il nous propose un univers de visages avec des créations réalisées avec des techniques originales et un questionnement réel sur notre société. Reportage, Lise Delmar. Un corps en mouvement. Mais pas seulement. C'est Adzo qui poursuit son ascension vers les cimes de sa perception du monde. Un monde auréolé par le conditionnement. À la base, on est tous bons. C'est la vie ou nos parents qui nous ont donné des mauvais côtés, etc. Donc c'est une manière de dire qu'à la base, on est tous bons, quoi. Inscrire son propos sur cette photo. Cette œuvre, c'est Maman de l'eau de Dominique Desplan, revisité par Adzo. Des lignes, des tracés aux couleurs vives, comme peuvent l'être certaines blessures et combats de la vie. J'ai mis des mots qui ont rapport avec ça.
des symboles. Et voilà, j'ai essayé de représenter au maximum ce qu'il a voulu divulguer dans sa photo, quoi. Voilà. Après, il y a vraiment un décalage entre la photo et ce que j'ai fait. Voilà ce qui caractérise l'artiste. Des portraits, des visages, sans visage. Je faisais beaucoup de visites d'expositions, etc. Et j'étais attiré par les portraits qui procuraient de l'émotion. C'est ça que j'ai envie de représenter. C'est donc ici, au Green Hotel, que ce trentenaire créatif peaufine sa prochaine exposition sous le regard averti de Sam. Ce qui me plaît dans le travail d'Azo Maison Club est spécifiquement sa singularité. Il y a une certaine naïveté et légèreté dans son art qui pourtant très peu pourrait reproduire. Il est perdu dans son monde et c'est vraiment un plaisir de l'avoir et de perdre dans son monde, de se perdre dans son monde avec lui. Azo, ou l'art de dénoncer en douceur, en couleur et en ardeur, sa manière à lui de dépeindre la vie. Une étoile guadeloupéenne sur les traces de Broadway. Elle s'appelle Taïna Medhouz. Elle a 20 ans. Elle est sur le point d'intégrer une prestigieuse école new-yorkaise pour vivre son rêve américain. Taïna est issue du studio Danse Attitude. Daniel Marius l'a rencontrée à quelques heures de son départ. Reportage. Premier prix concours World Reality 2023 avec félicitations du jury. Finaliste au concours international Arcadence à Annecy. Créatrice de la chorégraphie Cancer d'amour, un gros coup de cœur aux personnes souffrant du cancer du sein qui se soldait par un premier prix régional et en dernier lieu, cette année même, le premier prix intercaribéen et une bourse pour un stage au sein d'une école à Boston. Les progrès et le niveau de Taïna Medhouz font d'elle une danseuse qui est déjà au-delà des frontières guadeloupéennes. Elle a donc été repérée par une grande école new-yorkaise qui peut la conduire dans l'univers des pros de la danse mondiale. L'école, c'est le Broadway Dance Center. Donc, c'est une grosse école assez réputée aux États-Unis où on peut à la fois prendre des cours ponctuels ou bien faire des formations comme la formation que je vais suivre dès août. Le stage que je vais faire durera un semestre, qui se nomme le semestre professionnel. Et le but, c'est de nous donner tout le réseau et les contacts nécessaires pour aboutir à une carrière professionnelle par la suite. Elle sera basée à New York pour au moins 6 mois, sachant que cela peut se prolonger au-delà de cette période. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Avant de refermer ce journal, retour sur le rallye des grands fonds. 3 jours de compétition avec au bout la victoire de Simon Jean-Joseph et Ludovic Cancel et surtout du beau spectacle. Christian Dorquin et Frédéric Fidelin, à travers un montage, nous font revivre les plus belles glissades de la compétition.
Un véritable show. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. La disparition d'un ténor de la politique, Daniel Géniès, n'est plus. Ancienne figure du Parti communiste et du Parti progressiste guadeloupéen. Il est mort à l'âge de 98 ans. De nombreuses réactions ce soir à son décès. Retour de l'information, 5h, Florence Péroumal. Ne ratez pas à 16h25 la rencontre opposant la Guadeloupe au Guyana. Dernier match de phase préliminaire de la Gold Cup à suivre en direct sur nos 3 supports télé-radio et Internet. 19h, je vous retrouve pour les titres de l'édition régionale. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur notre antenne. À demain.